Écoutez, je voudrais déjà remercier l'association SFEPM parce que c'est, je trouve, une très bonne initiative. Je vais vous présenter quelque chose qui est issu de mon expérience personnelle, qui me semble nécessaire à l'heure actuelle. Voilà, c'est comment est-ce qu'on travaille sur le terrain et pas que pour défendre les petits mammifères. Je vais commencer, comme le temps est très compté, je vais faire très court. Je vais essayer d'avancer assez rapidement, je vais balayer un certain nombre de sujets. Je vais commencer par rapidement me présenter. Je m'appelle Pierrot Pantel. Pierrot, c'est mon vrai prénom. Voilà. Et je précise toujours, parce que ça fait maintenant 32 ans que parfois on m'appelle Pierre, mais c'est comme si on m'appelait Michel. J'ai rien noté Michel, et c'est pas mon prénom. Je m'appelle quand même Pierrot. J'ai pendant 15 ans été inspecteur de l'environnement, d'abord à l'ONEMA, puis à l'AFB et ensuite à l'OFB. Je suis ingénieur écologue et diplômé en droit répressif de l'environnement et en droit d'animal. Donc on va dire que j'ai une petite idée, parce qu'on n'a toujours qu'une petite idée des sujets qu'on va aborder là. Mais je pense que j'ai quelques petites pistes à vous filer qui pourraient peut-être vous intéresser, parce qu'on est tôt ou tard tous et toutes confrontés à des projets qui parfois sont destructeurs et on aimerait savoir quoi faire. C'est ce que je vais, à mon modeste niveau, essayer de vous présenter. Voilà, donc j'appelle ça moi, des gestes de premier secours. Vous allez comprendre, on va principalement travailler sur les espèces protégées, parce que c'est celles qui nous permettent d'avoir une action concrète d'un point de vue juridique et d'un point de vue légitimité. Si c'est pas juridique, c'est sur le terrain. Si on veut faire quelque chose, c'est plus facile de le faire en se basant sur les espèces protégées. C'est pour ça que je travaille principalement sur elles. Les gestes de premier secours, parce que vous allez voir, l'idée c'est vraiment de pouvoir agir, savoir quoi faire quand on est confronté à des travaux. J'ai des tas d'alertes, puisque je suis aussi chargé de mission juridique à l'Association nationale pour la biodiversité. Je travaille très souvent aussi avec le GNSA, le Groupe national de surveillance des arbres. Et en réalité, voilà, on est confronté toutes les semaines à des alertes. Là-bas, ils veulent détruire des arbres, là-bas, ils veulent défricher. Enfin, voilà, il n'y a pas toujours les autorisations, donc on va balayer tout ça. Je vais passer très vite sur le point 1 et 2, parce que manifestement, je crois qu'on a un public un peu averti aujourd'hui, donc c'est pas plus mal. Et j'insisterai un peu plus sur le point 5 et 6. Voilà. Donc, il faut quand même commencer par définir ce qu'est une espèce protégée. Une espèce protégée, c'est avant tout une espèce qui est mentionnée dans un arrêté. Voilà. Ça n'a rien à voir avec sa rareté ou sa beauté. Voilà. Si la rareté avait quelque chose à voir, le putois serait déjà dans l'arrêté de protection, il ne l'est pas. Donc, c'est pas parce qu'on est beau ou qu'on est rare que forcément on est protégé. Mais ça va de pair, c'est pas parce qu'on est forcément laid ou qu'on est protégé. Mais en réalité, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec nous. Vous avez le lézard des murailles, qui est un lézard commun, qui est protégé avec une protection particulièrement forte. Donc, vous voyez, des fois, parfois ça peut être incompréhensible. Comment lire un arrêté de protection? Vous allez voir, il y a quelques exemples qui suivent après. On vérifie d'abord la qualité des taxes, parce qu'il y a sur certains taxons des variantes, pas d'une année sur l'autre, mais en tout cas, il y a je prends le dernier arrêté des reptiles et amphibiens de 2021. Ça m'est arrivé d'avoir des services de l'OFB qui me disaient on a vérifié l'arrêté de 2007. Sauf que c'était celui de 2021 qu'il fallait contrôler. Là, je suis allé un peu trop loin. Rechercher l'espèce et observer sa place dans l'arrêté, ça ne correspond pas trop aux mammifères, puisque nous, on n'a qu'une seule place dans l'arrêté de protection des mammifères. On n'a pas d'article 3, c'est-à-dire que toutes les espèces voient leur habitat également protégé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la version, voilà, être sûr que la version est celle du jour. Pour ça, c'était le jour du 3 mars quand j'ai préparé ce PowerPoint. Et ensuite, j'y reviendrai plus tard, mais j'insiste là-dessus. Vous voyez ma souris? Oui. Je prends ça pour un oui parce que j'entends pas trop. Ok, c'est bon.
ce qui est important dans l'arrêté, parce que c'est des choses, franchement, bon, avant que je m'intéresse un peu au droit, c'était vraiment hyper chiant. Donc là, je vais vous faire viser le truc important, la phrase importante. C'est ces interdictions. On parle de destruction, altération, dégradation des sites de reproduction, des agrocours, de l'habitat. Et ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques et biologiques réputés nécessaires, blablabla, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables. Et ça, j'y reviendrai. Gardez-le dans un petit coin de votre tête. Et ensuite, on a effectivement, voilà, donc, certaines espèces qui aujourd'hui vont nous concerner. Voilà. Et donc ces espèces voient leur habitat et les individus protégés. Quand je parle d'habitat, qu'est-ce que c'est que l'habitat? On a touché vite fait un mot. C'est d'abord un biotope qui permet à l'espèce de vivre. Voilà, pour faire court. Et ces cycles biologiques, c'est l'alimentation, le repos et la reproduction. Voilà. Donc, vous le voyez, je reparle de utilisable, j'y reviendrai encore un peu plus tard. Mais c'est très important parce que la plupart, même des services de police, le savent ou ne le savent pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne font pas attention. Or, c'est très important. Voilà, donc, je vous disais tout à l'heure, dégradation, altération, destruction. Ne me demandez pas la différence qu'il y a entre une dégradation et une altération. Je vous avoue, même moi, quand je verbalisais ici, là, le projet ici, c'était en Corse, j'ai verbalisé ce chantier-là. Bon, entre la destruction, ici c'est détruit, et l'altération, où ici c'est altéré, dégradé, moi j'ai jamais trop vu de grande différence. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où on a une atteinte au milieu, ça suffit. Une petite bouffée d'air frais, avant de partir sur la distinction entre le droit administratif et le droit judiciaire. Vous allez voir que c'est quand même important de faire cette distinction-là. Le droit administratif, c'est tout ce qui est en lien avec des autorisations administratives ou des décisions. Ça se conteste, ou en tout cas les recours qui sont à faire, c'est devant le tribunal administratif. Vous allez voir plus tard, dans la petite page d'après, qu'il y a un timing aussi pour le faire. C'est quand est-ce qu'on fait ça? Vous allez voir, c'est plutôt avant. C'est pas tellement après, ça ne sert plus à grand-chose. En revanche, le judiciaire, c'est quand on a une infraction. Là, par exemple, ici, j'avais une pollution sur un cours d'eau. Je préciserai, pour info, que là, on a deux infractions. L'infraction au titre de la loi sur l'eau, pollution du milieu aquatique, mais on a aussi, si tant est qu'on est, par exemple, du compagnon amphibie, une atteinte à l'habitat du compagnon amphibie. Et ce n'est pas du tout la même nature d'infraction, puisqu'on a c'est 415-3, donc là c'est 3 ans de prison et 150 000 € d'amende, puisque c'est atteinte, porter atteinte à l'habitat d'une espèce protégée est une infraction autonome. Il n'y a pas besoin de trouver un compagnon amphibie mort, ça serait une infraction à part, la destruction d'individus, d'espèces protégées. Mais l'atteinte à l'habitat d'espèces protégées est une infraction autonome. Voilà. Donc c'est devant le tribunal judiciaire, j'insiste pas, je passe assez vite sur cette diapo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on les utilise quand? Alors, le droit administratif, ça va plutôt être avant. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, quand on est dans l'urgence et les travaux se font, c'est pas là qu'il faut aller taper à la porte de l'administration, qui va en mettre 3 semaines à répondre, et puis ceci, puis il faut saisir la CADA, et puis après la CADA, il va falloir 3 semaines encore après s'ils veulent, bref. Ça se fait plutôt avant. On essaie parfois de montrer ses muscles, on dit attendez, on avance ses arguments, etc., etc. Le judiciaire, par contre, ça ne peut pas être trop avant, puisqu'il faut qu'il y ait une infraction. Et par principe, les infractions, il faut que ça soit commis, sinon il n'y a pas d'infraction. Donc la première chose, c'est un élément matériel avec un acte répréhensible. On peut évoquer ça avant, mais vous trouverez aucun parquet qui suivra sur des suspicions d'une future éventuelle infraction. C'est beaucoup plus compliqué. En revanche, quand on est pendant ou après les travaux, ça peut être très intéressant parce qu'il y a une notion de bluff. J'ai écrit ça comme ça parce que les entreprises, les communautés de communes, bref, les entités qui seraient susceptibles de commettre des infractions ne sont pas toujours sereines face au droit judiciaire et au pénal. Voilà. Avec qui on travaille? On va travailler avec des avocats, des associations comme la CFPM, comme avec d'autres associations, des écologues professionnels, on y reviendra aussi,
et puis avec des acteurs publics qui sont assez nombreux, mais finalement, parfois on ne pense pas trop à les solliciter. Alors l'OFB, bon, on y pense hein, évidemment. L'IDREAL, les DTTM, les conservateurs botaniques nationaux, le Conseil national de la protection de la nature, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel et les conservateurs d'espaces naturels. Il y en a d'autres évidemment, mais là j'ai dressé une petite liste. Par exemple, si on a une affaire sur la BOTA, il ne faut pas hésiter à contacter le CBN local. On en vient au bon réflexe. Alors là aussi, quand on arrive sur des travaux, on se dit, enfin sur des travaux, si on suspecte quelque chose, ou si on est alerté de travaux, de quoi que ce soit, déjà il faut avoir un certain nombre d'informations, ça va être ça la clé. Donc savoir quel est le projet, est-ce que ce projet se fait sur 1000 m² ou se fait sur 10 hectares, c'est très différent. Quel est le milieu, est-ce qu'on est sur de la zone humide, de l'espace forestier, un terrain agricole, voilà. Poser toutes les questions qui sont possibles parce que c'est de là que tout va partir. C'est vraiment de là que ça va partir, avoir un maximum d'informations, et les informations, on les obtient avec des questions, tout simplement, parfois avec un peu de, comment dire, jouer les idiots sur le terrain, poser des questions aux personnes qui sont là, pour les entreprises. Ah d'accord, ah, vous faites ça, ah, c'est bien, ah, d'accord, ok. Voilà. Des fois c'est tout bête, mais on obtient les meilleures informations comme ça. Ensuite, il faut savoir où est-ce que ça se fait, c'est-à-dire est-ce que la zone des travaux, elle est à tel endroit ou à tel autre endroit? Est-ce qu'on a de la donnée existante? C'est pour ça que j'ai parlé de SNIEF, de l'étude d'impact, qui aurait déjà donc, fait un inventaire naturaliste, éventuellement la base de données régionale. Ça aussi c'est important, on va en reparler, parce que c'est ce qui permet à la fois d'avancer un élément matériel, en disant on sait que l'espèce est là, et éventuellement un élément moral, dans le cas d'une infraction, puisque si la donnée est publique, je prends l'exemple de SNIEF, si la donnée est publique, à ce moment-là, on peut mobiliser un élément moral pour négligence ou imprudence. Je fais une parenthèse, l'article 13, vous êtes peut-être au courant, mais l'article 13 de la loi agricole n'est pas encore comment dire, applicable. Donc la négligence et l'imprudence est toujours mobilisable pour constituer un élément moral. Est-ce qu'il y a une quelconque réglementation sur le site en question? Est-ce qu'on a un arrêté de protection de biotope? Est-ce qu'on a un classement Natura 2000? Et puis savoir aussi est-ce qu'on est sur du public ou du privé? Parce que là, il y a des choses à faire éventuellement aussi dans ce cadre-là. J'y reviendrai éventuellement si vous avez des questions par rapport aux responsabilités des maires. C'est ma petite marotte en ce moment, et j'aime bien faire, comment dire, mettre la pression sur les maires quand ceux-ci font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Voilà. Puis après, évidemment, identifier qui fait les travaux. Voilà. Qui est le donneur d'ordre et qui est l'exécutant. Donc ça, c'est très important aussi. Et puis enfin, parce que peut-être tout est en règle, ça peut arriver aussi que tout soit en règle. Est-ce qu'il y a une autorisation? Et si oui, bon, il faut aller la chercher. Et puis, s'il n'y a pas d'autorisation, est-ce qu'il en fallait une ou pas? Ça, c'est une question qui est facile à poser comme ça, mais qui, quand on doit se creuser les méninges pour savoir s'il en fallait une ou pas, en fonction des surfaces, en fonction de la hauteur du remblai, en fonction de la longueur du cours d'eau, enfin bref, des fois, c'est tirer les cheveux, mais c'est une question qui est inévitable à se poser. Donc là, il vaut mieux avoir un juriste ou une asso à proximité qui peut répondre à cette question-là, mais c'est une question clé aussi. Donc voilà, les informations, c'est fiable évidemment, c'est la base de tout, c'est la matrice. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir travailler de manière efficace. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur ça, c'est avoir les meilleures informations, des images, des photos, des images de drone s'il faut, bref, pouvoir illustrer ce qui se passe. Quand ça se passe, après évidemment, quand ça ne s'est pas encore passé, on peut pas avoir des images aériennes. On arrive sur les stratégies, et je n'en reviens pas parce que j'ai réussi à... Ce que je vous fais là, c'est une formation qui dure normalement 2 heures. Donc là, je vais à une vitesse stratosphérique, c'est merveilleux. Donc bon, l'avantage, c'est qu'on ne parle pas de flore et on ne parle pas des autres taxons. C'est déjà un petit restreint. Pour ce qui est de la stratégie,
vous allez voir, les stratégies, ça c'est un petit peu ce que j'ai développé moi. Donc déjà, est-ce qu'il manque une autorisation? C'est la suite de la précédente diapo. Hein, donc, si on identifie qu'une autorisation était nécessaire, alors ça peut aller de l'autorisation de défrichement à l'autorisation de porter atteinte aux espèces protégées, la fameuse DEP, dérogation espèces protégées. Voilà. Est-ce qu'il y a une autorisation qui aurait été nécessaire et qui n'existe pas? Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a des espèces protégées qui sont présentes mais qui ne sont pas prises en compte par une étude d'impact, par rien du tout, parce que vous allez vite vous rendre compte, et peut-être vous le savez vous déjà, c'est que l'immense majorité des projets d'aménagement ne font l'objet d'aucun inventaire. Voilà. Il n'y a aucune contrainte réglementaire lorsque vous aménagez, je ne sais pas, quelques milliers de mètres carrés, voire parfois quelques hectares, à faire un inventaire. Rien ne nous y oblige. Donc, le petit truc et astuce là, c'est d'aller chercher les espèces protégées, on y reviendra, et une fois qu'on les a trouvées, je vais y revenir, pouvoir communiquer sur leur présence. Et puis il y a aussi le comportement qui peut être un indice. Quand vous avez l'administration qui refuse de vous transmettre des documents qui soit ne vous répond pas, ou vous fait des pieds et des mains pour tourner autour du pot, etc. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, disons que par expérience, c'est assez rare que quand on fait ça, que tout soit en règle derrière. Hein. Souvent, quand c'est en règle, on a les documents sans trop forcer. Donc, je vous disais, s'il n'y a pas d'inventaire qui a été réalisé, il faut le faire. Voilà, il faut le faire, pas n'importe comment. Et puis après, il faut avoir le coup de bol aussi, c'est de ne pas avoir des travaux en plein mois de décembre ou janvier. Parce que effectivement, c'est pas en décembre ou janvier qu'on va pouvoir constater, et pas que pour les mammifères, un maximum de biodiversité sur un site. Donc, prévoir, je parle d'une demi-journée ou une journée, du coup, pour les petits mammifères, une nuit, ça semble presque indispensable. Mais il faut au moins qu'il y ait un passage. Un passage, il n'y a pas besoin de faire une étude d'impact à la place du porteur de projet. Mais il faut avoir quelqu'un de compétent qui puisse identifier déjà les potentialités d'espèces sur le site pour ne pas tout chercher n'importe comment et se noyer. Si on sait par exemple qu'on peut avoir du muscardin, que sur la commune d'à côté il y en a et que le milieu il est propice, allons chercher du muscardin, par exemple. Ça vous le verrez dans le point 6. Donc évidemment le faire le plus tôt possible, parce que dès que les travaux ont commencé, c'est plus la même limonade, c'est beaucoup plus compliqué. Et le faire par quelqu'un de compétent. Alors, je parle d'un écologue professionnel qui pourra rendre un rapport, mais c'est surtout que si c'est Madame Michu qui est boulangère et qui ne peut pas justifier de quelconque compétence, ça n'a pas de sens. Voilà. C'est-à-dire que devant un tribunal, ces données-là se feraient découper, et pas que devant un tribunal, hein, juste même devant l'administration, voilà. Devant les services administratifs, ça ne tiendrait pas longtemps, quoi. Donc, il faut qu'on ait des compétences ou une fonction reconnue. Et puis, si on peut éviter les membres de l'association elle-même, c'est mieux aussi, parce qu'évidemment, ça va venir sur le tapis. Oui, mais lui, il a un intérêt à constater au projet de muscardin. Une fois que vous avez fait tout ça, une fois que vous avez identifié, par exemple, ces espèces protégées, c'est pas très compliqué. Quand il n'y a pas d'inventaire qui a été fait, vous en trouverez toujours. Et si un inventaire a été fait, ça veut pas dire que tout a été constaté. J'allais dire, et très loin de là. Voilà. C'est rarement exhaustif, mais c'est même assez rarement fait de bonne foi. On va dire que quand des bureaux d'études font un certain nombre de travail en termes d'études d'impact, moi j'ai jamais eu une étude d'impact qui était... enfin jamais, il ne faut pas dire jamais. J'en ai eu peut-être, allez, ça doit se compter sur le doigt d'une main, des études d'impact qui étaient tout à fait honnêtes, transparentes, qui ne minimisaient pas les enjeux, qui présentaient des mesures d'évitement et de réduction sans bidonner derrière les impacts résiduels. Donc il y a toujours quelque chose à trouver. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ce rapport, il faut en informer par écrit la préfecture, l'OFB, bref,
tous les acteurs qui peuvent être concernés par ces travaux. Vous pouvez aussi alerter les médias, les réseaux sociaux, etc. Et si les travaux donc, ont commencé, et même s'ils n'ont pas commencé, il faut au plus vite informer maître d'œuvre, maître d'ouvrage, et avec une information officielle, j'entends, ça peut être doublé par un mail, mais il faut qu'il y ait un recommandé. Ou alors un commissaire de justice. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une traçabilité. Pourquoi? Parce que peut-être que demain, ce fameux article 13, dites-moi si jamais ça, vous ne savez pas ce que c'est, mais ce fameux article 13 qui devrait retirer des éléments moraux mobilisables sur une infraction d'atteinte aux espèces protégées, qui devrait donc retirer l'imprudence et la négligence, pour ne garder que l'intentionnalité. Ben, l'intentionnalité, à partir du moment où vous avez informé le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et qu'ils poursuivent leurs travaux, c'est intentionnel. Il n'y a pas de négligence ou d'imprudence. Voilà. Là, ils savaient, et intentionnellement, ils ont commis leur infraction, ils ont continué leurs travaux. Voilà pourquoi c'est très important d'informer. Voilà. Donc, élément moral pour les travaux. Et puis, communiquer, ça va avec alerter les médias, mais ça va communiquer aussi par le fait que vous pouvez avoir une communication propre, que ce soit une association, vous pouvez communiquer sur votre page Facebook, vous pouvez communiquer avec des photos, en montrant des petites vidéos, et de ce qui se passe, et des espèces impactées. En plus, bon, les petits mammifères, c'est sympa, c'est que c'est mignon. Donc déjà, c'est quand même un point positif pour la communication. Ensuite, il y a la partie mobilisation, parce que là, tout ce que je vous ai dit, parfois, ça ne suffit pas, ça marche, enfin, ça devrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Parce que, pour 1000 raisons, tout ce que je vous ai dit là, c'est dans un monde idéal, avec une réal honnête, avec une administration à l'écoute des données naturalistes qu'on peut lui apporter, qui sont, voilà, avec un office français de la biodiversité que je connais bien, qui ne raconte pas n'importe quoi, ou qui refuse d'aller sur le terrain, ou qui... j'ai tout vu avec eux. Donc, parfois, il s'avère nécessaire de se rendre sur le terrain. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais, à mes yeux, par expérience, parce que je suis monté sur quelques pelleteuses quand même, il n'y a rien de plus efficace que ça. Pour plein de raisons. Parce que déjà, on préserve concrètement les habitats, mais aussi parce qu'on crée un événement pour les médias. Les médias n'attendent qu'une chose, c'est qu'il se passe des trucs, quoi. Qu'il y ait pas du fight, mais il y ait un peu de autre chose que des pauvres vieux avec leurs pancartes, non aux travaux, non aux travaux. Non, ça peut marcher il y a longtemps, mais aujourd'hui les médias, on peut les faire venir si on bloque les travaux. Et si on bloque les travaux et qu'on est légitime à le faire, c'est assez rare que les CRS arrivent et vous faites la gueule. Voilà. Bah, encore une fois, par expérience, j'ai jamais vu. Ils vont vous déloger, machin, mais immédiatement, vous gagnez. Donc, s'il n'y a pas beaucoup d'arbres, bah, mais qui doivent être détruits, ça vaut le coup de monter dedans. Si vous êtes en capacité de le faire, tout le monde n'est pas Thomas Bryan. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup d'arbres, empêchez les machines directement. Voilà. Mais encore une fois, chacun va midi à sa porte. Je ne dis à personne de faire ça. Il peut y avoir des gardes à vue, il peut y avoir d'autres choses. Après, voilà, j'estime que c'est très personnel, que les espèces, protégées ou pas, mais en espèce ici, là, les espèces protégées, valent bien quelques heures de garde à vue, et s'il faut des tribunaux derrière. D'ailleurs, cette image, je rappelle, c'est pas n'importe comment que la 69 a pu être annulée, enfin en tout cas la dérogation espèces protégées a pu être annulée, l'autorisation environnementale avec elle, sur la 69, c'est aussi parce que les travaux ont été ralentis. Sinon, aujourd'hui, la situation juridique n'aurait peut-être pas été la même, la décision n'aurait peut-être pas été la même si les travaux avaient été plus avancés. Voilà, alors, tac, le petit résumé. Le premier objectif, c'est d'empêcher les destructions irréversibles, parce que quand on s'en prend à des habitats, bah, la plupart du temps, c'est quand même irréversible. On communique sur ce qu'on a fait, et le mieux, c'est de tenir le terrain. Parce que c'est en tenant le terrain que l'administration ne peut pas elle-même continuer à raconter n'importe quoi. Donc en tenant le terrain, on contraint l'administration. Voilà. Un résumé de tout ça. D'abord, on cherche à savoir
qui, quoi ou comment. Ensuite, on trouve, on crée la faille. Quand on dit créer la faille, c'est trouver avec des espèces protégées non prises en compte dans les documents administratifs. On s'entoure des personnes compétentes, donc ça peut être des naturalistes, des écologues, des associations, des jurys, des avocats. On informe, que ça soit alors d'abord une information des acteurs et ensuite une information plus large, mais ça c'est le communiqué. Ça va en fait 5, 6, 7, c'est un peu pas en même temps. Hein. On mobilise sur le terrain, on communique en même temps et on s'interpose si on l'accepte. Voilà. Évidemment, c'est en dernier recours. C'est-à-dire que le plaisir, c'est pas d'aller monter sur une pelleteuse. Moi, je ne vous cache pas que j'en ai arrêté plusieurs et c'est pas sans risque, quoi. Voilà. Moi, plusieurs fois, je vais me faire péter la gueule et écraser aussi. Donc, voilà. Il faut savoir où on va, dans quel cadre, bien organiser la chose. On n'y va pas comme ça, au fusil. Ça se prépare. Mais, comme je le dis aussi, chacun a sa place dans ce mode d'action-là. Vous avez l'écologue qui fait les inventaires, il n'est pas nécessaire qu'il monte sur la pelleteuse. Mais celui qui n'y connaît rien aux espèces protégées, bah, lui, s'il est gaillard et qu'il peut monter sur la pelleteuse, ou elle, bah, voilà, chacun a sa place, quoi. Je suis normalement encore bon pour vous présenter une mise en situation. Un dossier, on va être dans les Alpes-Maritimes, à Serradon, centrale photovoltaïque. Laissez-moi voir un instant. On a une étude d'impact qui a été réalisée sur à peu près un mois, entre le 28 avril et le 1er juin 2016. La photo à droite, c'est un muscardin qui a été constaté sur le site, mais en 2024. Et lors de cette étude d'impact, le porteur de projet écrit « Les micromammifères n'ont pas été étudiés dans le cadre de cette étude, car ils nécessitent un matériel, blablabla. En gros, c'est trop cher. » Voilà. On ne les a pas cherchés parce que c'est trop cher et que bon, bah, en fait, on s'en fout un peu. Donc, ils n'ont pas été étudiés. C'est bien écrit noir sur blanc, et d'ailleurs, ça l'est écrit plusieurs fois dans l'étude d'impact qu'ils n'ont pas cherché, mais que peut-être qu'il pouvait y en avoir. Mais en tout cas, ils n'ont pas cherché. Les travaux de défrichement se débutent en septembre dernier. Donc, j'envoie un écologue sur le site. Je suis missionné sur ce dossier en catastrophe, donc ça se fait un peu à l'arrache. J'ai travaillé jour et nuit sur ce dossier. Et donc, le 9 septembre, il va sur le site. Il identifie des crottiers, il identifie donc la présence avec des coulées de compagnons amphibies, donc le compagnon amphibie est présent sur le site du projet. On envoie tout ça à l'Adréal, à tout le monde, etc. Le bureau d'études conteste avec une note sur 2 pages à l'arrache, dont on n'était pas destinataire. Ils l'ont envoyé à l'Adréal. Et on a réussi à obtenir juste cette note, pas les échanges de mails, parce que l'Adréal refuse de nous envoyer, et l'Adréal a derrière validé. Donc ça c'est la note. L'espèce avait effectivement, la note du bureau d'études, l'espèce avait effectivement été ciblée en 2016. Or, vous l'avez vu juste avant, il disait que non, en fait, il n'avait rien cherché du tout, sans résultat. Et donc, il présente quelques mesures. On va renforcer la communication et la sensibilisation sur la sensibilité de l'espèce et on va poser des panneaux de sensibilisation. Alors, évidemment, on se dit, wow, c'est vraiment génial. Là, le compagnon amphibie, franchement, si avec ça, il ne survit pas, je pense pas. Eh bien, écoutez, tenez-vous bien, et ça, c'est la réponse du mec de l'Adréal, le chargé de mission de l'Adréal, qui répond, je vous passe tous les petits trucs, mais que les mesures proposées lui semblent de nature à éviter tout impact significatif sur le compagnon amphibie et son habitat. Et donc, il dit qu'il n'y a pas d'objection à la reprise des travaux. Donc, évidemment, les travaux ont repris. Et ils ont tout fracassé, quoi. On a réussi, quelques mois plus tard, pareil, avec Jean-Michel Bompard, ça doit être une personne, je pense, qui parle à mon auditoire. Mais en tout cas, apparemment, quelqu'un d'assez compétent en matière de micromammifères, est venu sur le site la nuit du 4 au 5 octobre avec Rudy Gnani, qui est l'écologue qui a fait des constats de campagne amphibie, qui voulait être avec vous aujourd'hui, mais qui ne pouvait pas parce qu'il habite, il travaille à l'OFB d'ailleurs, dans le parc national du Mercantour, je pense. Et ça faisait un peu loin. Bon. D'ailleurs, si j'ai une requête, franchement, pensez à Montpellier pour les prochaines. Et donc, on les renvoie sur le terrain, ils constatent du muscardin. Il constate aussi de la prosophe de Miller, avec quelques pièges. Il
photos, avec une caméra thermique, mais en quelques heures en fait, hein, en quelques heures à peine, et ils ont pu constater l'ensemble de signes mammifères présents sur le site. Évidemment, on a informé tout le monde, et bien évidemment, il ne s'est rien passé. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est dans l'idéal. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idéal. Malheureusement, l'idéal, c'est pas toujours ce qui se passe vraiment, quoi. L'OFB est allé sur place, alors que les travaux se poursuivaient, ils étaient en train de défricher, voilà ce que ça donne. Hein. Il y avait une forêt ici, avec des muscardins. Ils étaient en train de faire les OLD, donc c'est les parties des OLD de l'obligation légale de débroussaillement, qui sont sur 50 mètres autour du site. Et donc, en fait, ils débroussaillaient les fourrés à muscardin. Et l'OFB y est allé, et ils ont dit mais tout va bien, c'est parfait, ok. Bon, évidemment, il n'y avait aucune autorisation pour porter la tête au muscardin, c'est une opacité totale, mais vous comprenez, il faut quand même pouvoir mettre des panneaux solaires partout où on peut, à n'importe quel prix. Donc là, on a des petits muscardins qui sont fait éclater. C'est pour ça que j'en reviens à ça, mais pour moi, sur ce dossier, ils ont refusé. Il n'y avait pas assez de monde pour s'opposer aux engins. Moi, j'y suis allé une fois, mais les travaux avaient été arrêtés par les échanges de courrier que j'ai pu faire. Il n'y a pas d'autre choix quand on veut vraiment préserver des espèces que de s'opposer concrètement aux machines. Voilà. Ça ne veut pas dire de balancer des cocktails Molotov, ça veut simplement dire faire ce que je fais là dans le godet. Bon, je ne vous cache pas, le godet ne fonctionnait pas, hein. Mais il y a des fois j'étais dans des situations où le godet fonctionnait et c'était quasiment ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intervention sur le terrain est aujourd'hui, en 2025, inévitable. Après, ça dépend ce qu'on veut. Quel est l'objectif? Moi, mon objectif, c'est pas de gagner devant un tribunal pour dire 3 ans après, j'ai gagné, mais que tout est flingué. Mon objectif, c'est que rien ne soit flingué. Si l'objectif, c'est que rien ne soit flingué, à ce moment-là, on n'a pas le choix. Voilà. J'en ai fini. Et j'ai tenu le premier. Le partage d'écran pour le plus bien voir. Voilà. On a plein de questions. J'écoute. Bruno Lurich, je viens d'Alsace. Il y a eu un combat contre Montrouquier. Je veux souligner quand même les risques juridiques. Nous, on a 2 jeunes qui sont mis dans les machines et ils ont été condamnés parce que pour avoir abîmé les machines alors qu'ils n'ont rien fait. C'est parole contre parole. Donc ce genre de choses présente quand même des risques réels et ça pose pour un des jeunes qui était animateur nature n'a plus le droit de travailler pour des établissements publics. Ouais, c'est tout à fait vrai, et peut-être que vous avez déjà entendu parler des gardiennes de Lure, sur la montagne de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence. Sont des dames de 60 jusqu'à 75 ans qui se sont enchaînées parfois aux pelleteuses, qui se sont allongées au sol même pour les empêcher de passer. Elles ont été poursuivies, elles ont été condamnées. Effectivement, alors il y a tout un travail fait avec notamment Michel Forst, le rapporteur spécial de l'ONU, par rapport à ces condamnations. L'objectif des parquets, soyons très honnêtes, les poursuites qui sont engagées, c'est pour faire peur. Et malheureusement, ça fonctionne. Malheureusement, ça fonctionne. Donc, effectivement, s'ils ont été condamnés pour des dégradations qu'ils n'ont pas commises, effectivement, je crois que je le connais en plus ce dossier-là. L'idée, c'est que tout soit filmé. Pour vous donner un exemple, vous avez dû tous voir, j'imagine, la bonne sœur en Ardèche, il y a 1 an et demi, qui plaque le militant écolo. Bon, c'est un dossier à moi. Elle plaque le lundi. Le jeudi qui précédait, le matin à 8h, même à 7h, j'étais sur le parking, tout seul. Et puis, au final, il y a quelques personnes qui sont arrivées, on s'est retrouvés à 10 à devoir bloquer la pelleteuse. Voilà, on avait de la chance, il n'y en avait qu'une. Mais on avait face à nous des fous furieux d'extrême droite qui étaient prêts à tout parce que, vous savez, ils avaient la vie éternelle devant eux. Donc, le truc, ça a été d'organiser les choses avec... nous, on était 4, et 6 autres qui sont partis en diversion de notre côté. Et moi, je leur ai dit, j'ai 2 nanas qui bloquent, un autre qui filme, et moi qui interviens pour bloquer la pelleteuse. Et tout s'est fait de cette façon-là. Mais il y en a un qui a filmé. Et c'est grâce au fait qu'il ait filmé
que ben, on n'a rien pu nous reprocher, entre guillemets. J'ai fait des auditions, enfin, j'ai été auditionné en gendarmerie, etc. Mais au final, les travaux ont été suspendus par la préfète, il y a eu un arrêté, etc. On avait complètement raison. Voilà, il y a aussi ça, il faut avoir une légitimité, enfin, c'est plus confortable d'un point de vue juridique d'avoir une légitimité juridique pour cette affaire. C'est pour ça que moi, souvent, j'essaie de la créer avant. Pas dire je suis persuadé qu'il y a telle espèce ou c'est pas bien ce que vous faites. Non, je bloque ces travaux parce qu'il n'y a pas telle et telle autorisation. Et je peux le prouver, parce que telle espèce a été constatée. Voilà. Une dernière. Oui, moi je suis une femme de 58 ans. J'aimerais savoir si vous avez des conseils à nous donner en cas de garde à vue, parce que moi, si ça m'arrivait, je crois que je le vivrais très très mal. Donc, quels conseils vous pouvez nous donner concrètement si on est mis en garde à vue, s'il vous plaît? Le meilleur conseil pour la garde à vue, il n'est pas très compliqué, il est très simple, c'est de ne rien dire. Voilà. Il n'y a pas d'autre conseil à donner en garde à vue. Quand vous êtes en garde à vue, ben, vous ne répondez à rien. Et voilà. Parce que tout ce que vous direz en garde à vue, vous êtes souvent fatigué parce que vous avez passé une journée éprouvante. Il y a beaucoup de choses qui... Et puis il y a aussi l'émotion d'être en garde à vue. Il y en a certains pour qui c'est quelque chose d'habituel, et d'autres pour qui ça ne l'est pas du tout. Et émotionnellement, c'est perturbant. Et on peut dire des choses que quelques mois plus tard, devant un tribunal, on pourrait se dire, merde, si j'avais su, je me serais bien gardé de parler. Donc, le premier conseil que n'importe quel avocat, que je ne suis pas, pourrait vous donner, moi je vous parle par expérience, je travaille avec les avocats, c'est de ne rien dire. On garde le silence en garde à vue, on ne dit rien. Ça ne sert à rien, et puis de toute façon, eux, s'ils veulent vous poursuivre, ils vous poursuivront. Mais ne leur donnez pas le bâton pour vous battre. Une seule question. Ma question portait juste sur donc le fait d'aller vérifier qu'il y a des espèces protégées. Est-ce qu'il faut demander une autorisation ou est-ce qu'on prend l'autorisation? Parce que si du coup nous on va envoyer des bénévoles en tant qu'association sur site, il ne faut pas non plus que ça leur retombe dessus en termes d'accès. Alors, très bonne question, mais à laquelle vous avez de la chance, j'ai une réponse. Ça c'est très content. Parce que des fois je me retrouve à avoir des questions, je dis ben là je ne sais pas. Mais là je pense pouvoir vous aider. J'ai plusieurs jurisprudences, tant d'un point de vue judiciaire que d'un point de vue administratif, où les tribunaux, comment dire, ne condamnent pas les personnes qui sont allées faire les inventaires, et deux, considèrent les rapports issus de ces inventaires comme tout à fait valables. Que ça soit, je prends cet exemple à Fuveau dans les Bouches-du-Rhône, un riverain a fait intervenir un bureau d'études sur un terrain, attention, non clôturé. Quand il y a une clôture, c'est plus pareil. Mais à partir du moment où ce n'est pas clôturé, l'inventaire peut être mené sur le terrain sans souci, il n'y a pas besoin de demander, enfin il n'y a pas besoin. Après, si un jour il y a quoi que ce soit, on dit « Ah, mais Pantel, il nous avait dit ci, il nous avait dit ça ». En tout cas, il n'est pas totalement indispensable, disons, de demander l'autorisation. Vous pouvez vous autoriser à déambuler sur le terrain à partir du moment où il n'est pas clôturé, j'insiste, où il n'y a pas d'information sur le fait que vous êtes sur une propriété privée. Néanmoins, même si c'est clôturé, parce que j'en ai fait faire des inventaires sur des sites clôturés aussi, il faut être un peu malin, vous pouvez inventorier à la longue vue. Et puis l'avantage, c'est que les oiseaux, ça s'entend assez loin. La longue vue, vous pouvez identifier certains reptiles. Vous pouvez quand même faire tout un travail depuis l'extérieur sur l'intérieur. Et d'un point de vue juridique, la jurisprudence, c'est le site du projet. Le site du projet, ce n'est pas que stricto sensus à l'intérieur, c'est aussi à proximité. Voilà, vous pouvez prendre une bande au moins d'une centaine de mètres tout autour du projet, et si vous avez une huppe faciée à 50 mètres du projet, toute évidence, la huppe faciée, si le milieu est favorable à l'intérieur, elle passera aussi à l'intérieur. Donc les inventaires, tout est adaptable, mais quoi qu'il en soit, sachez que vous ne prêtez pas le flanc de manière trop forte. Je vois qu'il va falloir que je conclue, de manière trop forte, si tant est que vous fassiez faire des inventaires sur un milieu même plus haut.
Merci. Merci beaucoup.